Bonjour à tous les Vetters, c'est Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Alors, avant de passer à vos vidéos, concluons sur la divulgation. D'accord, j'ai tendance à ne faire confiance à personne des services de renseignement, du renseignement militaire, du renseignement naval, du renseignement de l'armée de l'air, préapprouvés par le Pentagone. Pour moi, ce sont des porte-paroles, pas des lanceurs d'alerte. Je crois comprendre que le docteur Stephen Greer, le défenseur de longue date de la divulgation et un homme qui a essentiellement dirigé le projet Disclosure, lequel remonte à 20, 25, 30 ans, a parlé d'un lieutenant-colonel, ou d'un lieutenant-colonel comme on l'appelle dans notre drôle de monde, de la base aérienne d'Edwards, qui aurait travaillé avec des ARV et des véhicules de reproduction extraterrestres. Récemment, nous avons eu un lieutenant-colonel qui s'est manifesté. C'était l'homme qui formait et gérait les pilotes de la base aérienne d'Edwards, remontant à ceux qui pilotaient les ovnis de fabrication humaine. Et il est déjà parti. Je l'ai déjà amené devant le Sénat, les services de renseignement et les forces armées, afin qu'ils puissent partager des informations. Il est tout à fait disposé et désire ardemment témoigner ouvertement. Très bien, Vetters, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, Vetters, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agit prétendument de lanceurs d'alerte qui se manifestent, peut-être le même, dont différentes personnes parlent. Il n'y a aucun moyen de le savoir vraiment, mais prétendument, un lanceur d'alerte plus crédible que tout autre lanceur d'alerte s'étant manifesté, avec des liens potentiels directs avec l'ancien programme d'OVNI, pourrait se présenter. Alors, ça implique Eric Burleson, Stephen Greer, Ross Coulthard, David Grush, et nous y reviendrons plus en détail. Et j'ai aussi une incroyable vidéo d'OVNI à vous montrer, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Greed a des commentaires très pertinents de la part de AJ de Y-Files qui a lancé un tout nouveau podcast appelé The Basement. C'est absolument incroyable. Ils viennent de sortir leur premier épisode avec Mike Barra. Et j'ai donc quelques extraits de cela à vous présenter, car c'est absolument pertinent pour ce dont nous discutons dans cette vidéo. Nous allons également parler des ARV, les véhicules de reproduction extraterrestres. Nous avons donc beaucoup de choses à aborder. Plongeons-y. Le représentant Eric Burleson a récemment déclaré dans une interview qu'un nouvel informateur majeur se manifestera avec des connaissances de première main, possiblement issues du programme Hérité, et qu'il pourrait être le plus crédible à ce jour. Ross, sait-il quelque chose à propos de ce nouvel informateur? Écoutez, je ne suis pas certain de savoir de quel lanceur d'alerte Eric Burleson est en train de parler, car j'en connais plusieurs en réalité. Oui, je sais que la situation est frustrante en ce moment. Je sais qu'il ne se passe pas grand-chose publiquement sur la question des UAP, qu'il semble que le Congrès se soit couché et ait laissé le Pentagone leur caresser le ventre comme de petits chiots dociles. Mais la réalité est que, en coulisses, il y a de bonnes personnes au Congrès qui posent des questions difficiles et des lanceurs d'alerte se manifestent. J'ai été responsable d'en référer quelques-uns. Alors, je ne suis pas entièrement certain de la personne à laquelle Eric Burleson fait référence, mais lors d'une interview en décembre 2025 avec notre ami et collègue Matt Laslo, qui dirige le superbe site Ask Apple, où il interpelle les politiciens dans les couloirs du Congrès et aux alentours, Burleson a déclaré, et je cite, « Il y a une personne, un nouveau lanceur d'alerte, sur laquelle ils ont une piste. » Je pense qu'il parle du comité de surveillance, là, qui pourrait se manifester publiquement. Et d'après ce que j'ai compris, il a décrit ces preuves comme s'accumulant, des preuves de ce lanceur d'alerte s'appuyant sur celles qui venaient de David Grush, et il a souligné qu'il était important de mettre les témoins à l'aise pour les briefings SCIF. C'est des séances d'information entièrement à l'intérieur d'une installation sécurisée et fermée, ou des auditions potentielles, peut-être même des témoignages publics potentiels. Et nous n'en savons pas plus que ça. Alors, encore une fois, c'est extrêmement intéressant. Bon, tout d'abord, Ross dit avoir parlé à d'autres lanceurs d'alerte qu'il a mis en contact. Apparemment, il y a tous ces lanceurs d'alerte partout et on dirait qu'ils en sortent juste quelques-uns chaque année, non? Juste pour nous maintenir en haleine, non? Parce qu'on ne veut pas tout révéler d'un coup, même si ce serait la meilleure chose à faire, à mon avis.
Mais c'est comme si chaque année, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Chaque année, ça arrive. À la même période en janvier, on a toutes ces promesses de lanceurs d'alerte qui vont sortir. Je ne sais pas, c'est juste très intéressant, cette sorte de ce que j'appelle la divulgation par miettes. Mais quoi qu'il en soit, alors Ross ne sait pas exactement à qui le représentant Eric Burleson fait référence et il est intéressant qu'il dise que ce lanceur d'alerte s'appuie sur ce que David Grush avait révélé et affirmé, n'est-ce pas? Alors, écoutez bien, je suis allé chercher cette interview où peut-être Eric Burleson a donné plus de détails. Maintenant, il cite une interview d'Escape Paul que j'ai déjà couverte et j'ai le clip pour vous, mais il ne dit rien. Eric Burleson ne dit rien de ce que Ross Coulthard affirme. Donc, c'est presque comme si Ross avait d'autres informations, n'est-ce pas, dont on n'avait pas encore parlé. Alors, on va y jeter un coup d'œil, et après j'expliquerai. Actuellement, nous nous concentrons sur le fait d'obtenir la collaboration de personnes, vous savez, dans un CIF qui pourraient se sentir à l'aise de parler, qui ne sont pas des sources habituelles, qui ne seraient pas à l'aise de se dévoiler publiquement pour l'instant. Il y a un nouveau lanceur d'alerte sur lequel nous avons une piste et qui pourrait parler en public. Curieux. Et donc, nous examinons cela. C'est ça. Attends, tu voulais qu'il soit dans un skiff en premier lieu. Juste À moins ceux qu'il avec ne quoi soit ils se déjà sentent bien le à plus à l'aise. l'aise. Oui. Alors, vous pouvez le voir, là, je veux dire, Eric Burleson, on dirait vraiment, honnêtement, qu'il n'a même pas envie de parler à Matt Lazo. Quand vous écoutez le reste de cette petite mini-interview, ça ne dure que quelques minutes. Et j'ai trouvé cela plutôt intéressant. Donc, il y a ce nouveau lanceur d'alerte, d'accord, qui pourrait se manifester. Et je ne sais pas d'où viennent ces informations sur ce programme Irrité, n'est-ce pas? Et en fait, ils veulent juste le faire entrer dans un skiff, n'est-ce pas? Et qu'il puisse parler de tout ça. Alors, j'ai entendu différentes théories à ce sujet, n'est-ce pas? Comme s'ils essayaient de faire monter des lanceurs d'alerte dans des skiffs pour pouvoir ensuite classer tout ce qu'ils venaient de dire, que ce soit vrai ou non. Et après, ils sont un peu coincés, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce possible? Mais c'est aussi l'idée qu'on doit vous mettre dans un skiff pour que vous puissiez révéler ces informations classifiées. Mais il y a aussi l'argument que j'ai entendu selon lequel, eh bien, si ce sont des opérations illégales, leurs accords de confidentialité ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ils peuvent dire ces choses au Congrès sans aller dans un skiff. Ils en ont le droit légal. Donc, je ne sais pas. Encore une fois, c'est juste une toile d'araignée, n'est-ce pas? Alors, Eric Burleson a bel et bien déclaré ceci tout récemment, lors d'un autre entretien également. J'ai actuellement un lanceur d'alerte qui est venu dans mon bureau et avec qui nous avons eu un briefing déclassifié, mais ou plutôt à un niveau non classifié. Cependant, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas obtenir de lui ou qu'il serait prêt à me donner si nous pouvions être dans un cadre sécurisé et que nous avions l'approbation ou l'autorisation nécessaire pour le faire. Et pourtant, je dois me plier en 4 et faire beaucoup d'efforts. Et à ce stade, je n'ai pas pu le faire entrer dans une salle sécurisée pour qu'il ait ce niveau d'information. C'est donc extrêmement frustrant. Bon, donc encore une fois, on ne sait jamais de quel lanceur d'alerte il parle et qui se manifeste et quelle est la définition d'un lanceur d'alerte maintenant. J'ai l'impression que le lanceur d'alerte, la connotation a un peu perdu de sa force, non? C'est juste comme, oh, encore un lanceur d'alerte qui se manifeste, non? Il y a eu ce lanceur d'alerte de Tulsi Gabbard qui est sorti récemment. Ça a fait la une des journaux. Tout le monde parlait de sécurité nationale, de ci, de ça. Tu vois ce que je veux dire? On prétend que les questions relatives aux ovnis sont bien plus importantes que tout le reste. Pourtant, quand un lanceur d'alerte se manifeste publiquement, il ne se passe absolument rien, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, c'est vraiment très intéressant. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, passons à la deuxième partie de cet extrait où Ross s'adresse au lanceur d'alerte de Stephen Greer. Et c'est le même dont, vous savez, Eric Burleson est en train de parler. La seule autre personne qui a véritablement parlé publiquement d'un potentiel nouveau lanceur d'alerte, d'après ce que j'ai compris, c'est le docteur Stephen Greer, qui est depuis longtemps un fervent défenseur de la divulgation et un homme qui a en fait dirigé le projet de divulgation depuis 20, 25, voire 30 ans, a parlé d'un lieutenant-colonel ou d'un lieutenant-colonel, comme nous l'appelons dans notre drôle de coin du monde, de la base aérienne d'Edwards, qui aurait travaillé avec des ARV, des véhicules de reproduction extraterrestres. À l'heure actuelle, cette personne ne s'est pas encore manifestée publiquement. J'espère sincèrement que cette information est vraie et il se pourrait que ce soit la personne dont Eric Burleson fait mention.
Mais à part ça, écoutez, je suis conscient qu'il y a des individus qui se manifestent. Franchement, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas ce que diable le comité sénatorial des forces armées ou le comité sénatorial du renseignement font avec les listes de témoins qu'on leur a données, mais ils ne semblent pas faire grand-chose. Sont-ils paralysés par la direction de la présidence du comité? Je crains que oui. Bon, alors, ce fut un peu compliqué à trouver, mais j'ai tout de même déniché cet extrait de Stephen Greer en direct où il parlait de ce lanceur d'alerte spécifique dont il est question. Je veux dire, il n'avait littéralement que quelques centaines de vues sur YouTube. C'était vraiment très difficile à dénicher. Et il en parle, n'est-ce pas? Et Stephen Greer va également aborder le sujet des ARV, ce qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas si c'est le même lanceur d'alerte, mais je suppose que ça pourrait l'être. Je ne sais pas. Regardons l'extrait. Récemment, nous avons eu un lieutenant-colonel qui s'est manifesté. C'était la personne qui entraînait et gérait les pilotes de la base aérienne d'Edwards, ceux qui, à l'époque, pilotaient les ovnis de fabrication humaine. Et il est déjà parti. Je l'ai déjà amené devant le Sénat, les services de renseignement et les forces armées pour qu'ils puissent partager des informations. Il est tout à fait disposé et désireux de témoigner publiquement et sans réserve devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Mais je n'ai pas encore obtenu de réponse de la part des membres les plus importants de cette commission, tels que Mme Luna Burchett et d'autres personnalités. Mais nous espérons sincèrement qu'ils le feront. Ils souhaitent vraiment le faire. Il a quitté l'armée de l'air en 2009, mais il a été informé et mis au courant à un niveau de classification très, très élevé, non seulement des opérations d'Edwards, mais aussi de celles de Nellis et de la zone 51, et ce, bien plus tôt. Il a ensuite supervisé les pilotes qui manœuvraient les appareils de conception humaine qui provenaient de cette installation souterraine, située là-bas, dans le haut désert, près de la base aérienne d'Edwards. Il est donc prêt à révéler tout ce qu'il sait lors d'une audience publique sous serment. Il est entièrement d'accord avec moi que ces opérations, parce qu'elles sont illégales, il peut en parler à n'importe qui. Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire en sorte que les membres de la commission de surveillance de la Chambre arrêtent d'essayer de faire entrer ces gars dans un safe. Et j'ai dit au député Burchett, no, quand il disait, nous sommes tellement contrariés qu'il ne nous ait pas donné de safe, quoi. So, j'ai dit, Dieu merci, vous n'avez pas besoin de safe. Le safe implique que ces projets sont légaux et devraient être protégés. Ils ne le sont pas. Sortez du safe. Présentez-vous devant CSPN. Faites-le lors d'une audience publique, sous serment. Oubliez ça. Mais voyez-vous, cette évaluation, vous ne pouviez y parvenir qu'après avoir vraiment écouté, étudié les preuves des témoins inverses et la preuve que les programmes sont illégaux et inconstitutionnels. S'ils sont illégaux et inconstitutionnels, ils n'ont absolument aucune protection légale. La loi sur la sécurité nationale, oubliez ça. On ne peut pas enfreindre la loi et ensuite dire « je vais utiliser la loi pour me protéger ». Non, non, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ce qui est aussi intéressant à propos de cet extrait, c'est, vous savez, tout d'abord, je ne sais pas si c'est le même lanceur d'alerte. Il n'y a vraiment aucun moyen de le savoir, n'est-ce pas? Stephen Greer est en contact avec ces personnes aussi, mais David Grush aussi, n'est-ce pas? C'est difficile de savoir qui s'entend en coulisses et vous savez, ils travailleraient vraiment ensemble avec les lanceurs d'alerte. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais peu importe, n'est-ce pas? Ce qui est aussi intéressant dans cet extrait, c'est le fait que, premièrement, ce lanceur d'alerte dit, vous savez, qu'il est en quelque sorte responsable de ceux qui pilotent ces, vous savez, ARV, ces véhicules de reproduction extraterrestre, ce qui implique à nouveau que nous avons bien des engins écrasés, que nous avons rétroconçus, puis nous avons créé nos propres engins, d'accord, que nous faisons voler. N'est-ce pas? Et une sorte de programme spatial secret. Est-ce que c'est possible? Ça ne cesse pas, mais j'aime beaucoup la théorie, n'est-ce pas? Mais il y a aussi tout un courant dans la communauté OVNI qui dit, on n'a pas, oui, on a récupéré des engins, mais on n'a rien compris. On ne sait rien. Et puis, il y a des camps qui sont un peu entre les deux. On a compris quelques trucs. On a pu faire de la rétro-ingénierie sur certaines choses, n'est-ce pas? Par exemple, le GPS, la fibre optique et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de pensées et de théories différentes à ce sujet. Mais une partie en particulier qui est plutôt intéressante, comme vous l'avez noté précédemment, on a eu Eric Burleson qui disait « Il faut faire entrer ces gens dans un SIF. Essayez juste de les faire entrer dans un SIF. » Et puis, vous savez, le Dr. Stephen Greer, genre, ne faites pas ça. Mais
Ne les mettez pas dans un SIF, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si Stephen Greer aiderait Burleson et ses gens à essayer de leur trouver un lanceur d'alerte s'ils vont juste les mettre dans un SIF et qu'il ne veut pas faire ça. Il pense que cela compromettrait les choses, n'est-ce pas? Et je suppose que je ne sais pas vraiment où me situer là-dessus, pour être honnête avec vous. C'est pourquoi gérer cette histoire de divulgation gouvernementale est juste si compliqué, n'est-ce pas? Mais je trouve cela, vous savez, intéressant et ce n'est pas la première fois que le Dr. Stephen Greer dirait quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que certains de ces autres défenseurs de la divulgation gouvernementale affirment, n'est-ce pas? Quoi qu'on puisse dire de Stephen Greer, mais il suit vraiment son propre chemin, vous savez. Alors, c'est un peu difficile de savoir, vous voyez, ce qui se passe réellement ici. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens ont rejeté les ARV ou véhicules de reproduction extraterrestres, et je ne sais pas. Plus j'en entends parler, plus je me dis que ça pourrait être tout à fait plausible. C'est peut-être ce que les gens voient, non? Maintenant, je ne sais pas. Ça implique beaucoup de choses. Si vous croyez aux ARV, alors cela signifie que vous croyez que nous avons des engins et que nous les avons rétro-ingénierisés, que nous avons compris une technologie avancée provenant, vous savez, d'une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Mais alors, je suppose qu'il faudrait poser la question, à quel point sont-ils plus avancés que nous? Ça pourrait n'être que 1000 ans, n'est-ce pas? Alors, peut-être pourrions-nous le comprendre? Je ne sais pas. Vous savez, il y a toujours cette sorte de... j'ai déjà entendu cette analogie. Et si on avait laissé tomber, vous savez, une moto il y a 5000 ans dans le désert et que des gens l'avaient trouvée, seraient-ils capables de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne? Tout d'abord, c'est fait de matériaux dont ils n'ont jamais entendu parler et qu'ils ne pourraient ni concevoir ni fabriquer. Le carburant, ils n'auraient pas les combustibles fossiles nécessaires pour faire cela, n'est-ce pas? Mais ça va des choses. Mais vous pourriez en tirer quelque chose, peut-être dans le miroir. Vous n'avez jamais vu de miroir avant et vous vous dites, oh, on peut utiliser ce miroir, n'est-ce pas? Alors ça me fait un peu réfléchir. Si vous savez, c'est vraiment le cas, nous serions quelque part au juste milieu de tout ça, pas forcément impliqués dans un programme spatial secret ou à voler à bord d'ARV, mais je n'en sais rien. C'est donc quelque chose d'assez intéressant à considérer, n'est-ce pas? Maintenant, Stephen Greer a également mentionné d'autres lanceurs d'alerte qui se manifestent, donc je ne sais pas, vous savez, peut-être qu'il parle de celui-ci précisément. En fait, l'un des lanceurs d'alerte dont vous entendrez parler est un nouveau témoin qui se trouvait en fait là, à la base aérienne de Nellis Nord, au nord de la zone 51, lors d'une opération à tir réel. C'était un béret vert qui a vu arriver à la fois un énorme triangle artificiel et une sphère. Et donc, presque tout ce qui, en apparence, est d'origine extraterrestre a été rétro-ingénierisé et déployé par des humains. Mais le problème est que les membres du Congrès et la plupart des gens au Pentagone et à la CIA ne le savent pas. Certainement, les politiciens ne le savent pas. C'est ça qui est vraiment dangereux. C'est ce brouillard de guerre. Genre, quand quelque chose comme ça se passe, ils prennent la décision immédiate que c'est extraterrestre, d'accord? D'accord, donc il y a un lanceur d'alerte, un ancien béret vert qui pourrait se manifester, je suppose, qui a vu un engin triangulaire, un ARV, n'est-ce pas, et une sphère, le piloteur Annellis, près de la zone 51. Et l'autre, c'était la base d'Edwards, donc peut-être que ce n'est pas la même, et je suppose qu'il y a tous ces lanceurs d'alerte prêts à témoigner, alors je ne sais pas. Pas vrai? Mais les lanceurs d'alerte de Stephen Greer ont vraiment une forte tendance à affirmer « c'est notre technologie ». Maintenant, la deuxième partie de la question est « d'où vient cette technologie? L'avons-nous simplement conçue nous-mêmes, uniquement grâce à l'ingéniosité humaine? » Mais si, nous avons bien eu de l'aide, n'est-ce pas? Nous avons eu de l'aide. Je ne sais pas, mais c'est vraiment très intéressant, vous ne trouvez pas? Alors, regardez. Passons à quelques extraits du nouveau podcast DJ The Basement. Encore une fois, je le recommande vivement. Ça va être probablement mon podcast préféré en ce moment. C'est le cas, vraiment. J'ai tellement hâte de voir d'autres épisodes, voir AJ s'asseoir et parler si nonchalamment avec les gens et avoir ces conversations. Franchement, je suis à fond, les amis. Alors, si vous ne l'avez pas encore regardé, s'il vous plaît, allez le voir. Non pas qu'ils aient besoin de mon aide, mais c'est une excellente émission. Et ce que j'apprécie particulièrement chez AJ des Wirefiles, c'est qu'il ne suit jamais la ligne officielle. Il pense de manière totalement indépendante, que cela corresponde ou non au récit dominant. On sent bien que ce n'est vraiment pas sa préoccupation.
Et c'est clairement un chercheur très établi, un chercheur vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et il a manifestement une équipe absolument formidable derrière lui également. Donc, je me sens vraiment en phase avec les Y-Files et AJ, vous savez, et son frère Gino, avec qui j'ai déjà travaillé, n'est-ce pas? Beaucoup. Je dois être honnête avec vous, car ça me montre qu'il existe un public qui est vraiment prêt à écouter des choses qui ne correspondent pas au récit OVNI traditionnel, n'est-ce pas? Je veux dire, AJ m'a dit, et c'est bien connu, il m'a confié dans un email que, vous savez, il ne faisait absolument pas partie de la communauté OVNI. Vous savez, l'un de nos correspondants. Et j'ai toujours aimé ça. Je ne veux pas non plus faire partie de la communauté des ovnis. Je veux juste faire partie de la communauté validée, n'est-ce pas? De la communauté du mystère, de celle où l'on essaye juste de comprendre ce qui se passe et où l'on s'amuse en le faisant. N'est-ce pas? C'est bien mieux, parce que j'ai l'impression qu'une fois que tu rejoins une communauté établie, tu dois te conformer aux règles, sinon tu reçois de la haine et du trollage, et c'est assez incroyable si tu ne soutiens pas la divulgation gouvernementale. C'est incroyable le nombre de fois où on m'a dit « Hey, en quoi ça aide la divulgation, Patrick? En quoi ça aide? Wow. » Je n'ai beau signer pour, entre guillemets, aider cette étrange divulgation du gouvernement, des responsables du renseignement. Et vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas quel est leur programme, ni ce qu'il se passe. Je suis ici pour parler des extraterrestres et pour enquêter là-dessus, car c'est ce qui m'enthousiasme, le phénomène, n'est-ce pas? Pas les gens qui essaient de le dissimuler, en fait. N'est-ce pas? Alors, regardez. Écoutons un extrait d'AJ et Mike Barra dans The Basement. Le lien est ci-dessus pour voir l'épisode complet. Écoutez ce que disent AJ et Mike, parce que je dois bien avouer que je suis d'accord. Alors, avant d'en venir à vos vidéos, faisons le point sur la divulgation. J'ai tendance à ne faire confiance à personne des services de renseignement, du renseignement militaire, naval, de l'armée de l'air, préapprouvés par le Pentagone. Pour moi, ce sont des porte-paroles, pas des lanceurs d'alerte. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Regardez toutes ces personnes qui exercent une influence sur ce comité du Congrès. Tim Burchett, c'est un homme intègre, un homme droit qui veut absolument découvrir la vérité. Un type intelligent, Anna Paulina Luna, je pense qu'elle est sérieuse à ce sujet également. Mais ils ne reçoivent pas les bons conseils des bonnes personnes. Ces gens font partie de la dissimulation, pas du tout. Ils ne nous mèneront pas à la vérité. Ils ne nous mèneront pas à la solution, car ils viennent tous de la communauté du renseignement avec l'ordre du jour de la communauté du renseignement. En regardant ça, ça a commencé avec les vidéos de la TDSR en 2017. Pourquoi les ont-ils diffusées? Tout d'un coup, ce sont des aliens, des ovnis, des aliens, des ovnis, et tout le monde est à la télé à parler d'aliens et d'ovnis. Elizondo sort. Il nous dit « Oh, c'est une soucoupe volante, et ça, c'est une soucoupe volante. Et au fait, j'ai un contrat pour un livre et une émission de télé et tout ça. Tiens, bref. » Exactement. Et cette photo est fausse, et je m'excuse. Oui, je m'excuse pour ce crop circle ou ce truc de champ qui est un ovni. Enfin, qu'on n'en a pas un et le lustre derrière moi, et vous savez. D'accord. Oui. Alors, ces gens-là, Grush, je dois bien le dire, ils n'ont absolument aucune crédibilité. Christopher Mellon, vous vous rappelez quand il s'est présenté pour la TTSA devant une photo d'un simple ballon d'anniversaire pour nous parler d'OVNI. C'est tout simplement ridicule. Les gens me demandent ce que je pensais de l'ère de la divulgation. J'ai dit que ça me rendait furieux parce que tous ceux qui y ont contribué faisaient partie de la communauté du renseignement. Et c'était la première fois que Hal Puthoff admettait comment il dissimule ses passes au sein d'entrepreneurs privés pour éviter les demandes de la FOIA. Et je le dis depuis très longtemps, et on m'attaque pour ça. Voici ses propres mots. C'est ainsi que nous vous le cachons, et je n'ai vu personne, si vous nommez James Clapper à ce poste. D'accord, c'est ça. Tu sais, il ne devrait pas faire de télé. Il devrait faire de la prison. Eh bien, ça pourrait arriver, alors attendons de voir comment ça se passe. C'est juste, ça arrive bientôt. Je suis tout à fait d'accord. Et je regarde ces gens et je me dis, comment diable ces personnes sont-elles devenues des experts en OVNI? Moi, vous savez, j'ai eu de la chance. J'ai été invité, j'ai participé à quelques émissions, j'ai même été aux informations télévisées plusieurs fois. Mais comment Elizondo est-il devenu le porte-parole des ovnis? Quel était son travail au Pentagone? Oublions toute cette histoire d'A-type, qu'elle a existé ou non, qu'il l'ait dirigée ou non. Quel est son travail? C'est un simple agent de contre-espionnage de l'armée. Alors, qu'est-ce qu'il sait sur l'aérospatiale et les voyages spatiaux? Grush n'était-il pas contre-espion? Était dans le contre-espionnage. Alors, est-ce une opération de divulgation contrôlée? Est-ce qu'ils distillent des révélations? Est-ce qu'ils nous préparent? Ou est-ce que tout ça n'est qu'un écran de fumée? Que font-ils? Parce qu'ils font quelque chose et nous n'apprenons rien. Vous savez, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ça, n'est-ce pas?
certains de ces lanceurs d'alerte donnent vraiment l'impression d'être de simples porte-parole, n'est-ce pas? Et c'est ça le truc, les gens se manifestent, ils racontent à quel point c'était difficile pour eux de le faire et à quel point leur vie est en danger. Alors si vous osez les critiquer, vous passez pour un parfait connard, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela fait partie de leur plan, n'est-ce pas? Eh bien, je vous soumets cette idée. Vous vous sentirez coupable si vous êtes sceptique à mon égard. Vous vous sentirez coupable si vous me remettez en question. Non, j'essaie de mettre tout cela de côté. Vous faites des affirmations extraordinaires. Je vais les critiquer. Je peux toujours marcher et mâcher du chewing-gum en même temps, ce qui veut dire que je peux critiquer les allégations que vous faites en tant que, je cite, lanceur d'alerte, mais aussi ressentir de la sympathie pour ce qui vous est arrivé, ou si vous sentez que votre vie est menacée. Je veux dire, je suis un être humain. En aucun cas, je ne veux que quelqu'un ou la famille de quelqu'un soit en danger, n'est-ce pas? Mais le fait que je ne puisse pas émettre d'hypothèses ou critiquer, vous savez, leurs affirmations est un peu ridicule, n'est-ce pas? Nous pouvons tracer une ligne dans le sable, séparer les affirmations de la personne, n'est-ce pas, essentiellement. Donc, parce que je crois que beaucoup de ces lanceurs d'alerte croient en ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'ils fassent partie d'un grand plan, mais en même temps, vous savez, c'est difficile de faire confiance à ce qu'ils racontent, juste parce que, encore une fois, c'est toujours ce qu'on leur dit, c'est ce que le gouvernement leur permet de dire. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Vous dénoncez le gouvernement et ensuite vous leur demandez l'autorisation de ce que vous pouvez révéler à propos de cette dénonciation. Dites-moi si cela vous semble logique. Encore une fois, et je sais pertinemment que les commentaires vont, d'une certaine manière, complètement démolir ceci. Mais encore une fois, je ne le saisis toujours pas, peu importe le nombre de fois où vous tentez de l'expliquer. Et toutes ces contorsions mentales, n'est-ce pas? Mais une autre partie de cette interview qui était vraiment intéressante, et encore une fois, j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai jamais entendu Mike Barra parler aussi longtemps comme ça. Je l'ai vu dans diverses émissions et autres, mais de le voir parler aussi longtemps, une conver de presque 4 heures, je crois que c'est 4 heures ou plus de conversation. J'ai écouté l'intégralité. Je fais rarement ça pour un podcast entier, même pas en vitesse accélérée, juste à vitesse normale. J'ai tout absorbé. C'était vraiment génial parce que j'ai abordé tellement de sujets différents. Mais c'est un type vraiment très intéressant. Ce serait formidable d'avoir une vraie discussion avec lui, pour être tout à fait honnête avec vous, et de pouvoir échanger des idées du genre « Hey, moi je pense ça et toi tu penses autre chose. » Vous savez, c'est juste génial. Je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Vous savez, c'est justement ça qui fait tout l'intérêt et le plaisir de ce sujet et de ce thème, n'est-ce pas? Il a manifestement effectué énormément de recherches, car il a effectivement présenté cette vidéo, vous savez, que j'ai brièvement mentionné au tout début, et j'ai trouvé cela absolument fascinant. Vous comprendrez pourquoi je vous montre cette vidéo, car elle se rapporte directement à cette conversation que nous sommes en train d'avoir. Il a en fait montré quelques vidéos sur le podcast, donc encore une fois, je vous recommande d'aller le regarder. Et il donne plus de détails que ce que je vais vous montrer, mais en gros, à bord d'une des navettes, ils avaient une caméra et elle a capturé cet ovni volant dans l'atmosphère, puis s'élançant dans l'espace. N'est-ce pas? Et c'est quand même assez intéressant, n'est-ce pas? Mais encore une fois, vous verrez pourquoi je vous le montre. Et là, ça surgit, s'envole et file juste au-dessus de l'horizon, et puis... Je le vois bien. Un coup de feu a été tiré, puis un deuxième coup de feu a retenti. Immédiatement après, un virage serré à 45 degrés a été effectué. Jusque dans l'espace. Donc, ce n'est absolument pas le reflet d'un avion, n'est-ce pas? Il a vraiment volé dans l'espace. Et qu'est-ce que nous avons pu observer? S'agissait-il de lancement? Alors, regardez, c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Et encore une fois, ils approfondissent bien plus le sujet de la vidéo et il y a d'autres choses dans la vidéo. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir l'épisode complet pour voir tout ça. Mais la raison pour laquelle j'en parle, et regardez, examinons cette chose de plus près. Je veux dire, vous la voyez voler, n'est-ce pas? D'abord, vous la voyez juste foncer dans le temps, n'est-ce pas? Dans l'espace. Juste boum. Là, non, pas dans l'espace, mais vous savez, dans l'existence même. Vous le voyez simplement apparaître, n'est-ce pas? Et puis, oui, vous le voyez juste se déplacer tranquillement. Et là, d'un coup, boum, il prend un virage à 45 degrés et s'envole littéralement, disparaissant dans l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, mec? Franchement, je suis j'étais complètement abasourdi quand je l'ai vu. Pour être honnête avec vous, c'est probablement l'une des meilleures vidéos d'OVNI que j'ai jamais vues. Et dans la vidéo, Mike et AJ parlent de pourquoi ils ne montrent pas ce genre de vidéo lors des auditions, n'est-ce pas? Ils montrent tous ces trucs comme le Hellfire et tout ça, et vous savez, le FLIR, le Go Fast et le Gimbal. Ils ne pensent pas que ce soit des ovnis, vous savez, du tout.
En fait, il parle de Hellfire comme étant juste un ballon d'entraînement et les choses qui s'envolent ce sont des transmetteurs. Je veux dire, il pensait que c'était un exercice d'entraînement. Donc, il ne croit à aucune de ses vidéos et il pense qu'il se passe quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Clairement. Et encore une fois, je suis plutôt d'accord. Et encore une fois, pourquoi ne montre-t-il pas, vous savez, ce genre de vidéos qui semblent inexplicables, n'est-ce pas? Et encore une fois, ces autres choses s'envolent. On le voit dans la vidéo, n'est-ce pas? Et vous entendez AG demander, qu'est-ce qui tire, n'est-ce pas? Ils entrent dans toute cette conversation. Alors, allez voir. Allez voir la vidéo pour en apprendre davantage. Mais c'est pour ça que j'en ai parlé. Comment McClanish a-t-il appelé ça? C'est bien ça? Le VRA. Je pense que ce sont des VRA. Parce que ce dont vous parlez ici, c'est de savoir comment la NASA a pu savoir que ces émissions allaient être diffusées. Il filmait le STS-48, c'était un test de film. Testons notre canon électromagnétique, filmons-le contre l'un de nos véhicules blindés de récupération. C'est ce que... Je ne pense pas que les extraterrestres m'aient appelé la NASA pour dire « Hey, nous allons être au-dessus de l'Australie, de Pine Gap, vous voulez nous tirer dessus? Juste pour le plaisir, veux tester quelques trucs? » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je pense que ce sont là 2 preuves physiques sous la forme de preuves vidéo d'un programme spatial secret qui est en activité. Si ces engins sont là pour nous aider, pourquoi diable leur tirons-nous dessus avec de vraies Pour tester armes? notre armement. On pourrait abattre des ballons à la place, non? Ouais, mais tu sais, on essaye de prendre le rythme. Je veux dire, c'était tout l'intérêt de Star Wars, non? Vous voyez, et pense ça. Mike pense que c'est un ARV, n'est-ce pas? Il est persuadé qu'il existe un programme spatial secret et vous savez, nous sommes là-bas à tester ces véhicules et ils s'envolent dans l'espace, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. J'ai juste trouvé ça très intéressant. C'est une vidéo d'un ARV qu'on vient de voir, n'est-ce pas? C'est une vidéo de technologie extraterrestre inversée ou juste de technologie extraterrestre. Et je dois être honnête, je ne sais pas si c'est réel. Je ne sais pas ce qui m'enthousiasmerait le plus. Le fait que, mince, on ait notre propre vaisseau spatial qu'on a construit à partir d'un vaisseau qui s'est écrasé ou qu'on avait. Non. Et donc, ne serait-il pas plus simple d'apprendre à piloter le vaisseau spatial que nous avons? Mais je suppose que peut-être on le construirait de telle manière qu'on pourrait le piloter. Non? Je ne sais pas, non, mais alors, il me faudrait te poser la question. Quelle technologie ne pas prendre en compte et quelle technologie humaine inclure pour pouvoir la construire? Mais ça veut, et comment pourrions-nous obtenir exactement les mêmes matériaux? Encore une fois, si vous déposiez une moto il y a 5000 ans, comment obtiendrait-il les matériaux pour en construire une autre? Il ne le pourrait pas. Alors, comment sommes-nous capables de construire un ARV? Je ne crois tout simplement pas que ce soit possible, personnellement. Mon instinct me le dit. Ce serait formidable si c'était vrai, mais je ne vois tout simplement pas comment c'est possible, n'est-ce pas? De toute évidence, ce serait fait de choses que nous ne savons pas fabriquer. N'est-ce pas? Nous sommes constamment en train de créer de nouveaux matériaux. Nous synthétisons de nouveaux composés sans arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas. C'est juste que ça me semble tellement étrange qu'on puisse faire ça et y insérer un être humain et puis ne pas utiliser le véhicule d'origine. N'est-ce pas? Et si vous me disiez que non, nous avons récupéré des engins et nous volons avec, ce serait plus crédible, aussi fou que cela puisse paraître. Mais nous nous basons sur, vous savez, comment apprenons-nous encore une fois, tellement de questions que je me pose sur les ARV. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un concept vraiment très intéressant. J'aimerais presque, vous savez, faire une vidéo uniquement sur les ARV et juste spéculer à leur sujet, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches approfondies pour essayer de prouver qu'ils sont réels. Je ne suis pas vraiment un expert, mais j'ai énormément de questions sur la façon dont un ARV pourrait réellement exister. Alors, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une vidéo vraiment amusante à réaliser. Dites-moi ce que vous pensez de ces lanceurs d'alerte, vous savez? Et êtes-vous excité qu'ils se manifestent ou est-ce juste une autre personne qui se présente racontant une histoire banale? Ils ne sont pas réellement liés au programme Legacy, n'est-ce pas? Eux, ce ne sont que des choses qu'ils ont entendues, des choses qu'on leur a dites. N'est-ce pas? Ça devient un peu lassant, n'est-ce pas? Et il n'y a aucune confirmation que ce lanceur d'alerte 1 va se dévoiler au public. 2 est un lien avec le programme Héritage OVNI. Alors, qu'est-ce que ça change vraiment, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous adressons-nous pas directement à la source ici, n'est-ce pas? C'est comme si ce grand jeu du téléphone arabe devenait vraiment ennuyeux. Bon, les amis, les liens sont ci-dessous. On se retrouve pour la prochaine fois, les amis. Pensez à nous. Chaque jour est un cadeau, n'oubliez jamais ça. La paix.
Bonjour à vous, chers habitants de la Terre. Eh bien, je vous apprécie énormément, vous et toute votre communauté. Je voulais simplement prendre contact avec vous pour vous faire part d'une description détaillée de ma rencontre qui a eu lieu lorsque j'avais environ 12 ans. C'était aux alentours de l'année 2008. Mes amis et moi étions en train de faire quelque chose. Mon ami et moi sortions. Tu sais, on se faufilait de chez mon grand-père tard le soir. La ville était à environ 2 miles de la maison de mon grand-père et on allait à Rosendale à vélo et tout et on traînait la nuit et c'était bien parce qu'on avait des lampadaires. Et donc, comme on n'arrivait pas à dormir, on finissait par aller en ville et on passait un très bon moment. On y restait quelques heures, puis on rentrait en traversant le pont. On a piqué à gauche sur le chemin de gravier. Alors que nous roulons sur ce chemin de gravier, nous apercevons une lumière très vive, une lumière immense, de l'autre côté de la rivière, à cause de la configuration de la ligne d'arbres et de la route. Il y a une bande d'arbres, large d'environ 2 ou 3 terrains de football, une bande de terre entre la rivière et le chemin de gravier près du pont. Et tandis que nous roulions à vélo, cette lumière descendait doucement le long du flanc de la colline, créant une traînée lumineuse. La rivière, juste au-dessus de la cime des arbres, et c'était tellement lumineux, tu sais, c'était d'un blanc bleuté verdâtre. Et je dirais que c'était un orbe, parce que quand ça éclairait la lisière des arbres, on était un peu paniqué et on s'est dit « Waouh, regarde ça !» et on a continué à marcher. Et nous marchons, tandis que cette chose tourne encore et s'approche de nous, mais juste à la lisière des arbres. Elle arrive et nous nous regardons tous les deux, essayant de comprendre ce que ça pouvait bien être. Et à la lumière, en gros, on est arrivé au virage et la lumière était toujours là, près de la rivière. Et après, ça, je me souviens en avoir parlé, mais on ne se souvient jamais de la partie où on n'est pas rentré chez mon grand-père. Et ça nous a vraiment marqué. C'était tout simplement Noir. Mon ami, je pourrais donner son nom, mais je ne suis pas sûr qu'il soit à l'aise avec ça pour le moment. Il avait la même description que moi, donc nous ne rêvions pas. Et ça nous a vraiment vraiment terrifiés cette nuit-là. Et nous l'avons raconté à d'autres personnes.